Merci. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Dr Farida Atouassi, l'auteur du livre Bonheur. Bonjour. Bonjour. Et ça rappelle cette discussion entre le personnage principal et ses amis qui se targuaient, qui se vantaient d'avoir des petits copains par-ci, par-là. Elle aussi, elle a dit oui, j'ai un petit copain, mais mon petit copain, c'est un petit copain halal. Oui, effectivement, oui. C'est que je dis, si on est capable, c'est ça ce que je voulais exprimer dans ce livre-là. Je voulais exprimer le fait que si on est capable de partager sa vie avec un homme, ça veut dire qu'on est capable de se marier. Un homme qui se présente à une femme qui veut avoir une relation avec cette femme-là, ça veut dire que c'est un homme qui est capable de se marier. Alors, nous les femmes, nous devons avoir le courage de dire c'est le mariage ou rien. Et le mariage, ça ne devrait pas être n'importe lequel. Le personnage principal, c'est une personne révoltée qui véritablement a une autre voie, une autre manière de voir les choses concernant le mariage d'honneur, le grand mariage ou le mariage modeste. Et quel en fut le choix de ce personnage principal? Là aussi, on revient au point, en fait, entre le choix, lorsqu'on se trouve entre sa culture native, entre l'éducation qui tend plus vers l'Occident, entre les vérités scientifiques, en fait, entre je dirais, ces continents-là, comment on va faire le choix, en fait. Donc, aujourd'hui, on parle de mondialisation, on parle de globalisation. Il y a tellement je veux dire, le monde est devenu un seul village. En même temps, il y a des contrées où les gens veulent toujours rester dans des choses qui sont très... je veux dire, rester toujours un peu dans leur coin, sans regarder les conséquences, en fait, qui sont derrière. Donc, ce personnage-là dit, je suis pas contre ma culture. Et d'ailleurs, si vous voyez, le personnage, c'est quelqu'un qui aime extrêmement son pays, oui. Quelqu'un de très attaché à son pays. Donc, ce personnage-là, c'est pas quelqu'un qui dit, c'est quelqu'un qui aime son pays, qui est fier de ce qu'elle est, mais elle dit, ces pratiques-là ne servent à rien, au contraire. C'est des pratiques qui nous sont nuisibles. Nous ne pouvons pas distribuer gratuitement à boire, à manger à des personnes qui ne sont pas des nécessiteux. Pendant les grands mariages. Pendant le grand mariage, oui. Effectivement. Mmh. Ça veut dire que cette personne, elle n'est pas que contre ce grand mariage. Elle est contre, en fait, tout ce que le grand mariage cache derrière. Comment dirais-je, cette tendance à fêter d'une manière pompeuse les mariages, oui, et finalement se retrouver avec les dettes. Il y a ça, mais le fait aussi de penser que on est au-dessus des gens parce qu'on a fait le grand mariage, qu'on a un plus par rapport aux autres, et là il revient, le personnage fait le choix par rapport à sa conviction religieuse qui lui apprend en fait que les hommes sont tous égaux devant Dieu. Ce qui les rend meilleur, c'est la foi. C'est la foi qui rend meilleure une personne plus qu'une autre, mais c'est pas parce que vous avez distribué du riz ou bien vous avez égorgé des bœufs ou bien vous avez des voitures ou quoi que ce soit que ça vous rend au-dessus des autres. Donc il tire les gens vers ce personnage-là tire les gens vers la modestie et leur demande de revenir aux valeurs de l'islam, qui font partie d'ailleurs des valeurs du pays initial qui est décrit dans ce roman. Qui n'est pas décrit et qui me fait penser bien aux Comores, avec la description donnée des cocotiers, en tout cas ce paysage entouré de l'eau, des mers, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais bon, elle a eu son choix. Son choix, c'est d'avoir un mariage modeste, où il n'y aurait pas de gâchis, de distribution par-ci, par-là, de billets de banque, de viande, de riz, ainsi de suite, ainsi de suite. Et elle a accepté de faire face alors à ses parents, particulièrement à son père, qui au début avait accepté ses choix et qui finalement, sous le poids de la pression sociale, a décidé véritablement de forcer sa main vers le mariage
le grand mariage? Non, en fait, moi, je ne dis pas que ce personnage affronte, en fait. Et là aussi, j'ai envie de montrer combien la foi nous permet d'être doux, quelles que soient les situations. Non, ce personnage-là n'affronte personne. Ce personnage affronte ses choix, en fait. C'est quelqu'un qui a fait le choix de vivre sa foi, parce que c'est une personne, comme toutes les autres femmes qui ont fait le choix du voile, c'est une personne qui est convaincue que son bonheur se trouve dans son voile, dans sa foi et dans sa liberté, en fait. Donc, c'est une personne, en fait, qui se dit, j'ai fait ce choix-là, laissez-moi la liberté de choisir ce que je veux. Oui, pour elle aussi, ces lois-là de la culture, c'est des lois de l'anéantissement. Effectivement, elle se dit, vous pensez que vous trouvez le bien en ces lois-là, eh bien, vous pouvez y aller si vous pensez... le personnage ne veut pas que les gens le fassent, mais elle veut au moins qu'on lui laisse le choix de rester dans ce qu'elle trouve, dans la situation qui la convient au mieux, et de ne pas suivre les gens dans ce qu'elle considère être une perdition. Elle le dit ici, au grand mariage, qu'as-tu fait aux hommes de mon pays pour leur faire confondre bonheur et horreur? Oui, effectivement, parce que là, on va encore parler du poids social, c'est que le grand mariage, en fait, on est obligé de nommer les Comores. Le grand mariage de Comores, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas fait en fonction de... On ne pense pas au bonheur des époux, en fait. C'est des codes sociaux qui font qu'il faut faire les choses comme ça. Il y a des hommes comme des femmes, en fait, parce que les gens ont tendance à penser que oui, on opprime les femmes. Non, dans ce pays-là, je l'ai bien décrit, c'est un pays où la femme, vraiment, elle est vraiment protégée, elle est chérie par toute la société, d'ailleurs. Et donc, l'homme, parfois, peut être dans l'obligation de se marier avec une femme qu'il n'aime pas, comme la femme peut être dans l'obligation de se marier avec un homme qu'elle n'aime pas. Oui, parce que voilà, les pauvres se marient entre eux, les riches se marient entre eux, oui. Oui, mais parfois, pas que ça. Pas que ça. Ça veut dire que si les familles pensent que cet homme-là, il est bien pour cette femme-là, pour le besoin du grand mariage, il faut que ça se fasse. Et donc, bon gré, mal gré, l'homme est né libre. L'homme n'est et cette liberté-là nous anime tout le temps. Il y a des personnes qui peuvent délaisser un peu de leur liberté et d'autres qui peuvent négocier, mais toujours est-il, nous aspirons toujours à cette liberté. Alors il y a des personnes qui peuvent négocier, qui peuvent être d'accord, se marier et le lendemain rompre le mariage juste après les festivités parce que ces personnes-là se disent je fais le mariage pour plaire à ma famille, pour que ma famille puisse accéder à un tel rang, pour que moi-même je puisse accéder à un tel rang social, mais après le grand mariage, j'ai payé mes dettes envers la société, envers ma famille, je n'ai plus l'obligation de rester dans ce mariage-là. Ça peut être l'homme qui rend le mariage ou la femme, l'un ou l'autre, mais très souvent ces mariages finissent dans le malheur. Et c'est quelque chose de déplorable puisque ça continue jusqu'à nos jours à se faire. Oui, maintenant, bon, ce qui fait que parfois même, ça remet au goût du jour le problème du mariage forcé que nous rencontrons aussi ici au Sénégal. Alors, donc c'est une femme qui a décidé, même si parfois elle ne l'exprime pas dans ses discussions avec ses collègues, avec sa maman, parce que respectueuse de cette relation-là, ça remet au goût du jour cette révolte des femmes pour faire face au mariage forcé, qui est une conséquence, en tout cas extraordinaire, qui plonge les femmes dans le désarroi. Et qu'est-ce que cela donc projette par rapport à l'histoire du personnage? Par rapport au livre, en fait, encore une fois, je mets les hommes et les femmes sur le même pied d'égalité. Et ces mariages-là, qui peuvent être des mariages forcés ou des mariages arrangés, c'est quelque chose qui touche les hommes et les femmes. Et de la même manière, en fait. Ça touche exactement les hommes et les femmes de la même manière. Et là, c'est là où je montre, en fait, que la foi nous permet de dire non. Parce que notre religion nous donne le choix
Nous avons le choix de choisir, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, nous avons le droit de choisir notre conjoint. Et avec la force de la foi, des femmes comme des hommes peuvent dire non. Mais là, dans ce livre, j'exprime beaucoup plus l'opinion de la femme. Ça donne le courage aux femmes de dire non, je ne suis pas d'accord avec ce choix-là, parce que tout simplement, ma religion me donne la liberté de choisir. Oui, en donnant l'exemple du prophète qui avait indiqué clairement que nous avons la possibilité de dire non au mariage où nous ne nous sentons pas intéressés. Effectivement, en donnant l'exemple de cette femme qui est partie se plaindre au prophète sallam du fait que son père lui avait donné en mariage à quelqu'un qu'elle n'aimait pas, et le prophète lui avait donné le choix d'accepter ou de choisir ce mariage. Donc j'ai envie de dire que ce que les gens pensent, en fait, c'est ce message-là, il est très important. Ce que les gens pensent de ces femmes qui font le voile, en fait le voile qui est tout simplement le symbole de leur liberté, l'expression de leur choix et de leur foi, c'est des femmes qui sont vraiment heureuses. Ce sont des femmes qui sont libres, et ce sont des femmes qui ont avec cette foi-là qui ont en la foi une lanterne qui les permet de marcher dans le noir, toujours dans la bonne direction. Elles sont libres dans leur peau, elles sont libres sous leurs habits, mais est-ce que cette liberté est en quelque sorte sensible dans la marche du monde? Est-ce que leur liberté de vivre à cause de ces recommandations de l'islam est-elle comparable dans le vrai sens avec ce que nous rencontrons ici? Non, vous voulez dire si c'est compatible avec le monde actuel? Ben, effectivement, c'est compatible. Aujourd'hui, j'ai donné l'exemple dans le livre. On rencontre des femmes qui font le voile, qui sont des médecins. Je suis l'exemple vivant. Des femmes qui sont mathématiciennes, des femmes qui sont dans tous les domaines scientifiques, biologistes, qui sont informaticiennes, qui sont des femmes de tous horizons et qui font le voile. Alors, est-ce que ces femmes font moins leur travail parce qu'elles sont couvertes? Absolument pas. Absolument pas. Donc, j'ai envie de dire que c'est très compatible avec le monde actuel, et j'ai même envie de dire que lorsque nous voyons comment le monde perd un peu les valeurs de base, la pudeur qui part, les viols ici et là, je pense que ce voile-là est plutôt protecteur. Je pense que ce voile-là nous permet plutôt de nous affirmer, parce qu'il permet de mettre quand même une limite lorsque nous sommes au travail, lorsque nous sommes dans la rue. Et pour moi, non seulement il s'agit de liberté, mais il s'agit aussi de protection, une vraie protection, une protection réelle au quotidien. Les femmes voilées doivent être aussi libres que les femmes qui ont pris le choix de vivre une autre vie, de s'habiller d'une autre manière. Donc, sous le voile du bonheur, c'est un livre qui a abordé aussi d'autres sujets. Le sujet de la problématique de la médecine en Afrique, le pays d'origine du personnage, la fille qui a quitté le Sénégal où elle a appris la médecine, elle est devenue docteur, elle rentre dans son pays-là, elle redécouvre un pays où véritablement la médecine est malade. Elle a décidé en tout cas de travailler, de servir ce pays-là, même si les moyens, le salaire ne revient pas. Qu'est-ce qui a justifié ce choix-là? On sait que déjà c'est quelqu'un qui aime son pays. Non, en fait, la rencontre avec la médecine du pays ne trouve pas une médecine malade, excusez-moi, mais plutôt trouve des infrastructures malades. Pour moi, il y a une différence. Des infrastructures malades. Des infrastructures malades, effectivement. Et dans cette partie-là, moi, j'ai envie de montrer que nous pouvons trouver le bonheur dans nos pays. C'est une partie qui frôle un peu l'immigration clandestine et même l'immigration tout court. Nous avons tendance à penser que le meilleur se trouve... Oui, il y a la fuite des cerveaux, mais pas que, en fait. Pas que la fuite des cerveaux. Nous avons tendance à penser que
le meilleur se trouve chez l'autre et pas chez nous. Je disais la dernière fois qu'aujourd'hui, nous avons, je dirais, une colonisation de nos esprits, en fait. Nos pays sont libres, nous ne sommes plus des colonies, mais nous avons les esprits colonisés, la mentalité colonisée. Alors nous sommes conditionnés à croire que le meilleur se trouve ailleurs. Non, le meilleur se trouve chez nous aussi. Nous pouvons trouver le bonheur chez nous. Je montre que nous pouvons trouver le bonheur chez nous. Et que le bonheur, en fait, ce n'est pas quelque chose de matériel. Le bonheur, c'est un sentiment. Et ce sentiment-là, nous pouvons l'avoir chez nous. Avec les conditions de nos pays, il faut tout simplement chercher notre bonheur. Et nous en serons capables de le trouver. Quel que soit notre pays d'origine. Farida Touassi, vous êtes l'auteur de ce livre. Vous avez une histoire quasiment comparable à celle du personnage principal. Sauriez-vous être inspiré par votre vécu au Sénégal et votre retour au pays natal? Je pense que la plupart des auteurs, quand ils écrivent, c'est toujours par rapport à un vécu. Et je dirais oui. Je me suis inspirée en fait de mon expérience personnelle pour écrire ce livre et pour montrer en fait le cheminement dans la foi de ces jeunes filles-là, pour montrer qu'en fait, moi et toutes celles qui ont fait le choix du voile, toutes celles qui ont fait le choix d'emprunter le chemin de la liberté et de la pudeur, nous sommes des personnes comme toutes les autres. Nous avons une vie comme toutes les autres. Nous ne sommes pas différentes des autres. La seule chose qui nous permet d'avoir cette force de supporter ce regard parfois vraiment très hostile de l'autre, c'est la force de la foi. Et je vais dire que j'invite toutes les personnes amoureuses de liberté à lire ce livre, qui est publié chez l'Harmattan et qui a été préfacé par Cheikh Hamidou Kane. Et je dirais que ce livre, il est disponible chez l'Harmattan au Sénégal, chez l'Harmattan en France et dans plusieurs plateformes. Il suffit d'aller sur Google ou n'importe quel moteur de recherche, de mettre Sous le voile du bonheur. Et on peut l'acheter où qu'on se trouve et le lire. Et j'espère qu'il va contribuer à donner de l'énergie, de la force, de la patience à celles qui ont fait le choix que j'ai fait et que d'autres filles ont fait. Et que cela permettra à celles qui hésitent encore de se dire que le port du voile, c'est ma liberté, je fais mon choix et je n'aurai que du bonheur. Ça n'est en aucun cas lié, en tout cas, aux multiples problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Les femmes voilées sont toujours clichés d'appartenir à un certain groupe. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc non, en fait, c'est ce que je soulève, c'est ce que je viens de dire tout de suite, M. Condé. C'est que les femmes voilées, c'est des personnes comme toutes les autres. En fait, nous venons d'horizons différents. Nous avons des éducations, une éducation différente. Nous venons de pays différents. En fait, nous avons, chacun a eu une éducation chez elle. Chacun a un cheminement bien particulier. Je veux dire tout simplement qu'il ne faut pas étiqueter les gens tout simplement parce qu'on voit la personne dans la rue avec un voile. Il ne faut pas dire comme l'autre qui a dit à une jeune fille que tu es trop intelligente pour porter le voile, parce que pour cette personne, voile et intelligence ne rimaient pas. Mais non, on peut porter le voile et être très intelligente et ne pas le porter et être complètement idiote. Et l'inverse aussi est possible. Ça n'a rien à voir. Arrêtons de faire ces clichés-là et comprenons que les personnes qui font les voiles, c'est des personnes libres qui ont fait le choix de vivre leur liberté et qui ne laissent personne entrer dans tout leur à choix. l'opposé de certains qui pensent que les femmes voilées sont des victimes d'une certaine philosophie religieuse qui ne les arrange pas. Non, mais effectivement, c'est vraiment à l'opposé. Aujourd'hui, les femmes qui font le voile
c'est des femmes qui ont fait le choix. Donc, qu'on n'a jamais forcé de porter. Non, je ne dirais pas. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on n'a jamais forcé. Je ne dirais pas qu'on n'a jamais forcé une femme à porter le voile. Il se peut qu'il y ait quelque part des femmes qu'on force pour porter le voile. Tout à l'heure, j'ai parlé du mariage arrangé ou forcé. Mais est-ce que toutes les personnes qui se marient, c'est des personnes qui sont obligées à se marier? Est-ce que parce qu'il y a ici ou là des personnes qui sont forcées à se marier et qu'il faut maintenant dire que toutes les personnes qui se marient, c'est des personnes qui sont forcées à se marier? Mais non. S'il y a quelques exceptions où on force les femmes à porter le voile, il ne faut pas gâcher le bonheur, la liberté de celles qui ont fait le choix tout simplement de porter ce voile-là. Et il ne faut pas faire d'amalgame, ne pas penser que, comme je l'ai dit, il y a des mariages forcés quelque part dans le monde, que toutes les personnes qui se marient dans le monde sont forcées à se marier. Et il ne faut pas penser qu'il y a quelques personnes qui sont forcées à le porter, que toutes les personnes qui portent le voile sont des personnes qui ont été forcées à le porter. C'est clair. Alors, nous avons eu en tout cas un grand bonheur aussi de recevoir ici une fille, une femme, une dame voilée qui a en tout cas eu le choix de porter ce voile et qui a exprimé tout son bonheur de l'avoir fait. Merci, chers internautes. Et nous allons vous donner la possibilité de dire un dernier mot aux internautes qui ont pris de leur temps pour vous écouter et qui certainement partagent avec vous votre point de vue. Merci. D'abord, je vous remercie encore une fois pour m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Je remercie celles et ceux qui sont devant leur écran, qui suivent notre émission. Je veux dire merci infiniment au Sénégal pour ce bonheur que je rencontre tous les jours, dans toutes les rues, dans tous les coins. Depuis la première fois que j'ai mis mon pied au Sénégal jusqu'à ce jour. Je veux dire du courage à celles qui ont fait le choix de porter le voile et dire à celles qui hésitent encore qu'il n'y a que du bonheur sous le voile. Ne laissez personne, mais vraiment personne, choisir à votre place. Faites le choix de votre liberté et vous n'aurez que du bonheur, Inch'Allah. Faites le choix de votre liberté, mais aussi faites le choix de rester toujours connecté à Sénégal. Merci, on vous remercie.